Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur comment organiser une banque alimentaire. La Banque alimentaire mondiale a commencé et a organisé ce webinaire avec des ressources pour nous aider en ce qui concerne le développement de nouvelles banques alimentaires pour mettre l'accent sur l'organisation de banques alimentaires là où il n'y en a pas. Prochaine. Pendant ce webinaire, on va parler de différents sujets, une introduction au réseau mondial de banques alimentaires, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que c'est qu'une banque alimentaire dans le contexte du réseau mondial de banques alimentaires. On va parler de l'évaluation de faisabilité pour établir une banque alimentaire dans une communauté et on va parler du processus de planification quand on arrive au point de développer une banque alimentaire. La plupart des présentations seront en anglais, mais on aura une personne qui va parler en espagnol en bas. Dans votre écran, vous pouvez choisir la langue anglaise ou français, si c'est votre langue maternelle. Et avec cela, dans la facilité de l'interprétation, vous pourriez écouter dans la langue préférée. Aussi, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à porter sur le bouton qui est marqué Q&A pour les questions et réponses. Et quand on arrive à la fin de la session, de la séance, on aura le temps de répondre à ces questions. Merci. Alors, pour commencer, je voudrais juste vous donner un peu de contexte de ce que fait GFN. Quand GFN a été créé en 2006, c'était une mission double de soutenir les banques où elles existent et pour aider à organiser de nouvelles banques alimentaires où il n'y en a pas. Nous avons aidé à créer des banques alimentaires dans plus de 20 pays et vous allez voir comment est-ce que nous sommes engagés à nourrir les affamés du monde et vous allez écouter de différents membres de notre organisation pour établir des banques alimentaires pour la première fois dans leur communauté. Et finalement, vous allez écouter la présentation d'une des banques pour vous expliquer comment cela leur a aidé à établir la banque alimentaire chez eux. Et après, on aura le temps pour les questions et les réponses. Et vous allez voir comment on essaie de les aider à établir leur capacité dans leur pays. Nous sommes tous bien conscients des statistiques. Un tiers de la nourriture est gaspillée. Et justement, cette nourriture pourrait donner à manger à plus de 800 millions de personnes. Alors, le Global Food Banking soutient des solutions communautaires pour lutter contre cela. Alors, la vision de GFN et la mission de GFM, c'est d'avoir un monde sans faim et on le ferait à contribuer à nourrir les personnes souffrant de la faim dans le monde en unissant et en faisant progresser les banques alimentaires. On a 4 approches. La première approche, c'est l'échelle, lancer des organisations dans les communautés. Deuxièmement, responsabilisation, renforcer les capacités. Troisième, l'accélération, tirer parti de l'approvisionnement en produits. Et finalement, protéger, attendre les plus vulnérables pour étendre le travail des banques alimentaires à ceux qui en ont le plus besoin. Alors, pour vous donner une idée
de la portée actuelle du réseau GFN. Nous travaillons avec plus de 778 banques alimentaires dans 44 pays en train de distribuer des aliments à plus de 40 millions de personnes pour les aider à obtenir des services sociaux aussi. Et nous croyons que les leaders locaux sont très importants pour accroître la quantité de participation et pour réduire la perte, le gaspillage alimentaire. Notre personnel a beaucoup d'expérience, de plus de 250 années d'expérience au niveau des banques alimentaires nationales et aussi au niveau global. Notre but est l'assistance technique et les ressources qu'on établit avec nos partenaires globaux, avec l'amélioration de toute l'administration et opération des banques alimentaires pour s'assurer que l'infrastructure organisationnelle est solide et pour s'assurer que les ressources, les activités de développement de ressources sont efficaces pour obtenir les produits nécessaires d'approvisionnement, les financements nécessaires pour faire face aux opérations, aussi que le bénévolat et d'autres ressources comme les véhicules de transport, l'accès à des installations d'infrastructures et des équipements et pour, toutes les opérations quotidiennes des banques alimentaires. Alors, c'est le développement positif du réseau qui nous fait continuer à travailler parce qu'on voit le nombre de banques qui continuent à se développer, le nombre de banques alimentaires qui continuent à se développer. Alors, pour vous donner le contexte, je vais vous dire qu'est-ce que c'est qu'une banque alimentaire? Je vais vous expliquer. Alors, quand le GFN parle d'une banque alimentaire, on fait référence à une entité qui distribue des repas ou l'équivalent des repas à grande échelle. Une proportion importante de la nourriture est donnée par des systèmes alimentaires commerciaux ou par le gouvernement. Et une banque alimentaire est gérée sans discrimination pour faire de la sorte que les éléments soient disponibles pour tout le monde. Et ce sont des dons du gouvernement et des établissements commerciaux. C'est idéalement une détenue et gérée par le secteur privé et ils peuvent acheter des nourritures, mais les achats, généralement, ce ne sont pas la source principale des nourritures. Une banque alimentaire dépend d'une alliance et des partenariats avec des parties prenantes dans le secteur privé et dans le secteur public et toute la communauté pour donner à la banque alimentaire la caractéristique de participants de la communauté. Et ça pourrait être une ONG ou ça pourrait être des fois les gouvernements commencent comme un service social, mais en général, ça va à une ONG en ce qui concerne l'administration à l'avenir. Alors, comment est-ce que fonctionnent les banques alimentaires? Comme vous voyez ici, dans la présentation à gauche, vous avez les différents segments de la chaîne d'approvisionnement comme la pêche, la fabrication, distribution, l'agriculture jusqu'au niveau de la vente en détail, même les consommateurs et des fois
des gouvernements avec des fois, par exemple, quand ils achètent des différents produits. Et tous ces points de la chaîne d'approvisionnement avec toutes les marchandises, ces produits sont recollectés, rassemblés et distribués aux banques alimentaires pour redistribuer à des organisations de services communautaires pour leur donner à toutes les personnes qui en ont besoin et qui n'ont pas de nourriture. Mais la plupart du temps, la distribution passe à des organisations de services communautaires. Alors, il y a des différents modèles de fonctionnement de banques alimentaires. Les banques alimentaires de base, le modèle de base, c'est le principal. Et cela montre ce qu'on avait dans la diapositive précédente. Et alors, on fait la collecte, le stockage et la distribution des sources. Et il s'agit généralement d'aliments. En général, il y a d'autres aussi modèles qui sont en place dans beaucoup de banques alimentaires dans le monde. Et là, c'est le modèle d'alimentation préparée. Dans ce cas-là, la banque a des aliments emballés, par exemple, peuvent venir des hôtels, des lieux de restauration, des restaurants, pour être distribués directement aux bénéficiaires avec l'aide des véhicules, avec les fournitures nécessaires pour être sûr que la gestion de la sécurité alimentaire soit protégée pendant le transport. En général, ce sont des produits qui sont refroidis et après, cela peut être distribué à l'organisation qui a l'intention de l'utiliser tout de suite ou dans quelques heures, par exemple, si c'est surgelé. Mais le produit n'est pas ramené dans un entrepôt de stockage, par exemple. C'est pour une distribution immédiate. Un autre modèle très commun dans les banques alimentaires dans le monde, c'est ce qu'on appelle le modèle de banque alimentaire virtuelle. Dans ce cas-là, la banque ne manipule jamais le produit et en général, les donateurs, généralement, ce sont des détaillants ou des aliments préparés. Et dans ce cas-là, il pourrait y avoir des produits avec beaucoup de valeur, avec des fruits, des légumes, mais en général, le volume est beaucoup moins grand, beaucoup plus petit que ce dont on aurait besoin pour avoir une vraie banque alimentaire physique. Alors cela, ça travaille en termes de connecter les gens, les bénéficiaires avec les donateurs pour que l'organisation communautaire qui pourrait être par exemple, dans le même quartier pourrait aller retrouver les produits pour les ramener dans la base de données de la banque pour savoir le volume qui a été reçu et la distribution se passe tout de suite directement aux bénéficiaires, mais la banque alimentaire fait la gestion de la relation entre les donations et les dons et les bénéficiaires pour que ça arrive où c'est nécessaire. L'infrastructure organisationnelle est un point important dans la création, l'organisation d'une banque alimentaire et ça dépend du modèle de la banque alimentaire que vous avez choisi. Donc, il est important de savoir quel type d'aliments vont être manipulés et la méthode de collecte et de distribution pour répondre au volume de nourriture. Et bien sûr, toujours garder à l'esprit la sécurité des aliments
pour le stockage, pour s'assurer que les aliments sont toujours en bon état une fois qu'ils sont distribués. Donc, les besoins probables seront centrés sur l'entrepôt, les véhicules, les équipements, la technologie et le réseau de distribution pour la distribution des aliments. Donc, la banque alimentaire est un atout pour la communauté et une des meilleures définitions ou des descriptions que j'ai entendues pour ce concept a été donnée par un membre du conseil municipal ici aux États-Unis il y a quelques années lorsque nous faisions un programme de formation. Et cette personne a dit donc, ce conseiller municipal a dit les conseillers et les maires, on peut penser à la banque alimentaire de la même façon qu'on pense au système de police. Ça aide la ville. C'est une bonne reconnaissance des résultats de la Banque mondiale, de la banque alimentaire, pardon. Et pour nous parler des résultats, le vice-président des programmes, Doug O'Brien, va nous présenter et nous parler de cela tout spécifiquement. Merci, Chris. Donc, Chris a décrit le modèle et les caractéristiques et dans les différents contextes, les communautés à travers le monde. Je vais vous parler maintenant des résultats et quel modèle avoir pour obtenir les résultats escomptés et avoir une nutrition adéquate pour chacun, chaque jour. Ça reste vrai depuis le début du travail de la banque alimentaire. L'accès à la nourriture pour les personnes économiquement défavorisées est très importante. Et donc, et c'est pour ça que nous avons des banques alimentaires. Nous avons vu les changements concernant la sécurité alimentaire au cours de l'année passée avec la pandémie de COVID-19. Les personnes qui n'ont plus eu accès à de la nourriture, à une sécurité alimentaire. Et l'Organisation des Nations Unies estime qu'entre 730 et 830 millions de personnes dans le monde étaient mal nourries l'année dernière. Et près de 4 milliards de personnes souffrent de carences nutritionnelles et ne peuvent pas se permettre d'avoir une alimentation saine. Et ça, c'est une augmentation de plus de 300 millions de personnes en moins d'un an. Et parmi ceux-là, nous comptons des milliards des millions d'enfants d'âge scolaire qui n'ont pas accès à la nourriture nécessaire. Donc, le modèle des banques économiques fonctionne dans plus de 80 pays dans le monde et une grande proportion de cela dans des pays en développement, des pays à faible revenu. Et de cette façon, beaucoup de personnes ont accès à la nourriture. Donc, le modèle de banque alimentaire atténue la faim et l'insécurité alimentaire au niveau communautaire et au plus près du lieu où se trouvent les personnes. Et donc, les banques alimentaires peuvent réduire l'écart dans les communautés où elles se trouvent. Donc, le monde produit suffisamment de nourriture, mais il y a beaucoup trop de gaspillage et de déchets. Comme Chris l'a dit, environ un tiers de la nourriture produite est perdue ou gaspillée depuis le début de la chaîne jusqu'à l'utilisateur final, pendant toute la chaîne d'approvisionnement. Et donc, le coût est énorme. C'est une mauvaise utilisation des ressources naturelles que nous avons.
Et, le dialogue avec l'ONU a été important cette année passée pour traiter ce problème. C'est à prendre en compte pour l'avenir et réduire le gaspillage de la nourriture et permettre de fournir cette nourriture à ceux qui en ont besoin avec un système circulaire. Les banques mondiales, alimentaires, pardon, permettent de renforcer le système alimentaire en offrant un modèle efficace pour rediriger les excédents vers ceux qui ont faim et en prévenant les pertes et le gaspillage alimentaire pour avoir pour atteindre l'objectif zéro faim. Et nous, les initiatives locales permettent de transformer les initiatives et avoir des interventions pour réduire ces déchets et ce gaspillage. Donc, pour y parvenir au mieux, les banques alimentaires travaillent avec le secteur public et le secteur privé et différents segments de la société civile. Et c'est le lien entre le secteur privé et le secteur public et les gouvernements qui est important. La société civile offre la structure pour que ce programme et la structure puissent être mis en place, afin que les associations, les organisations religieuses, etc., aient un but commun. Ainsi, la Banque alimentaire est le cœur de la coopération pour répondre aux besoins des personnes défavorisées. Et son rôle essentiel permet de travailler avec les personnes qui sont affectées. Et offrir une sécurité alimentaire qui est essentielle pour les personnes qui vivent dans la pauvreté et apporter un soutien en termes de ressources et ainsi ne pas laisser trop de personnes en arrière. La Banque alimentaire, en tant que rassembleur, permet d'aider les personnes qui sont désavantagées. Si la moitié de la population mondiale a accès à une aide, il n'en reste pas moins que la moitié n'y a pas accès. Donc, il faut des protections sociales et de nouveaux moyens d'offrir ces protections sociales. Et les banques alimentaires peuvent offrir cet accès aux aliments à l'égalité et améliorer les résultats économiques et d'éducation. Avec l'exemple du COVID, nous avons vu le rôle que jouent les banques alimentaires et le fait que nous devons étendre ce système et les programmes pour atteindre les zones qui sont mal desservies, pour unifier et offrir les systèmes et permettre aux communautés de répondre à ce problème. Donc maintenant, pour aller plus loin, je vais donner la parole à ma collègue Anna, qui va donc parler du contexte de la Banque alimentaire. Anna? Merci beaucoup, Doug. D'abord, je vous invite à choisir l'interprétation pour être sûr. Je suis la directrice de GFN régional. J'imagine, bon, je dis bonjour à tout le monde, à tous que vous êtes depuis où vous soyez. Et dans les questions, la boîte de questions et réponses, on va répondre aux questions après. Et
on va répondre à ce point-là. Alors, d'abord, je veux vous donner la bienvenue. À ce point-là, j'imagine que vous pensez à créer une banque alimentaire dans votre région, dans votre ville, dans votre pays. Alors, c'est très important pour commencer à le faire. Il faut faire une étude de faisabilité. Et une fois fait cela, on va parler sur 4 points principaux dans la prochaine. Merci. Alors, dans la phase d'évaluation de faisabilité, il faut considérer 4 points principaux. D'abord, évaluer qui c'est qui a besoin de nos services parce que le plus important, comme Doug l'a dit, comme Chris l'a dit, c'est quelle est la population dont a besoin de nous. Le plus important, c'est juste de pouvoir attendre ces personnes. Alors, il faut évaluer où sont les personnes qui ont besoin de l'aide. Quelles sont les données démographiques? Et je veux dire par ça, par exemple, combien de femmes, combien d'hommes, combien d'entre eux ont besoin de l'assistance alimentaire, aussi des enfants, par exemple, aussi dans les premiers jours, par exemple, ou même les populations anciennes aussi. Et quelle est justement l'attention dont a besoin, par exemple, cette population. Par exemple, la plupart dans les secteurs agricoles, par exemple, ils n'ont pas tellement de services de santé qui sont plus accessibles dans les villes. Alors, il faut bien comprendre les régions urbaines et les régions agricoles parce que c'est très important aussi. Il faut avoir des réglementations sans discrimination pour s'assurer que tout le monde ait l'accès et de vraiment arriver à tout le monde sans discrimination, sans s'intéresser à la race, à quel genre, etc. Et il faut après identifier où sont les points les plus importants en ce qui concerne les données sur la population, la situation géographique et bien comprendre ce peuple. Parce que justement, il faut bien comprendre quels sont les bénéficiaires. Et dans la prochaine présentation, on va parler sur l'évaluation de l'environnement de services actuel. Quels sont les services disponibles dans la région? Et ça, c'est très important parce qu'on essaye d'établir une banque d'alimentaire dans un endroit où, par exemple, il y a déjà du bénévolat. Et alors, dans ce cas-là, c'est très important de comprendre quelles sont les organisations qui sont là, quels sont les services disponibles, quels sont les services pour les gens, par exemple, qui habitent sur la rue, quelles sont les organisations qui existent déjà dans ces quartiers, qui sont les personnes desservies, quels sont les services de nourriture, si c'est par exemple dans les écoles, s'il y a des programmes de petit déjeuner ou des déjeuners aux écoles, quels sont les services qu'une banque alimentaire pourrait, par exemple, supplir. Et ce sont aussi des services, quelles sont les organisations non gouvernementales internationales ou nationales ou régionales qui s'intéressent aux questions de la sécurité alimentaire, ou est-ce que je pourrais aussi recevoir des fonds de ces organisations? Et ça, c'est très important parce qu'il faut bien comprendre tout
il faut voir si il y a déjà, par exemple, des organisations qui s'occupent de ces populations ou pas, ou par exemple des partenariats qui sont intéressés à améliorer les conditions de santé, par exemple, les conditions sanitaires de la population. Et ça, c'est très important parce que quand je parle des programmes alimentaires, c'est plus facile d'obtenir leur soutien. C'est une façon d'établir des programmes, par exemple, les filles, par les filles dans un âge, en un âge d'école. Et aussi, il faut bien comprendre où sont les écarts, où sont les disparités qu'il y a là. Parce qu'il faut bien comprendre s'ils sont, par exemple, des régions rurales, quelles sont les zones dans les villes qui ne sont pas desservies par ces organisations pour établir des programmes en ce qui concerne les disparités, surtout avec les besoins nutritionnels et identifier cet environnement avec les organisations qui déjà existent. Et ça, c'est très important pour savoir où est-ce qu'il y a besoin d'une banque alimentaire. En la tercera fase del proceso de Et la evaluación, troisième phase d'évaluation de ressources disponibles pour une banque alimentaire, quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle les 3 F en anglais, c'est les fonds, la nourriture et les amis. Ça, c'est très important parce que pour bien comprendre comment est-ce qu'on pense sur cela. Je vais commencer avec la première phase, ce sont les fonds, parce que comme Chris l'a dit et Doug aussi avant, on a besoin d'une banque qui aurait quelques-unes ou des ressources, soit un entrepôt ou sinon une banque qui pourrait avoir, si c'est par exemple, ça ne veut pas dire qu'ils seront disponibles. Il faut vraiment avoir les ressources pour établir avec des études où est le meilleur endroit pour établir une banque, par exemple. Alors, d'abord, cette organisation, cette banque qu'on essaie d'établir pourrait obtenir des fonds, par exemple, qui sont nécessaires à la création et au maintien de cette organisation. Quel est l'environnement de la philanthropie, par exemple, dans des organisations qui existent déjà dans notre pays? Est-ce qu'il y a des environnements, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres ONG qui sont intéressées à offrir du support à une banque alimentaire? Et avec cela, on peut obtenir toutes ces données pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'on essaye d'établir cette banque alimentaire pour desservir aux bénéficiaires. Il faut aussi évaluer des ressources qui sont nécessaires des banques alimentaires. Alors, toutes les banques demandent des fonds, bien sûr. Alors, il faut établir et puis il faut s'assurer que le processus de sélection d'organisations comprenne notre programme de ressources financières. Alors, il faut qu'il y ait un environnement qui soit le correct pour établir cette banque. Ça, c'est très important. Prochaine. Alors, on va parler sur les fonds, d'où ça vient les ressources financières, c'est que Chris vient de dire. La plupart de ce qu'on reçoit, ce sont des produits qui sont des dons qui ne peuvent pas être utilisés, mais même s'ils ne peuvent pas être commercialisés, ils peuvent encore être utilisés. Ça veut dire qu'il y a un secteur agricole, par exemple, avec duquel on pourrait obtenir des aliments,
est-ce qu'on peut obtenir aussi de la nourriture du secteur agricole? Par exemple, s'il y a une industrie dans laquelle il y a des produits qui pourraient être utilisés et qui veulent justement continuer avec zéro gaspillage. Ce sont des organisations nationales, internationales. Est-ce qu'on peut leur parler, les distributeurs, les chaînes de supermarchés? Quelles sont les sociétés qui existent dans mon pays déjà? Et ça, c'est très important. Ce sont les distributeurs et avec le processus de commercialisation. Alors, c'est très important parce qu'ils participent, ils deviennent une partie prenante, parce que c'est très important pour qu'ils deviennent nos alliés. Et finalement, les restaurants aussi sont très importants. Combien de restaurants est-ce qu'il y a dans cette région? Est-ce qu'on peut parler avec eux? Est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils s'intéressent à cette cause? C'est pour ça que quand on fait une étude de faisabilité dans le pays, alors c'est très important parce qu'il faut redistribuer les aliments. C'est pour ça que on peut acheter des aliments pour établir une quantité supplémentaire de produits. Et finalement, on parle des personnes qui sont vulnérables et pour leur donner des aliments, il faut quand même accomplir les règlements de haute qualité et pour cela, il faut une opération logistique. Alors, il faut avoir le support de l'opération logistique qui soit à la hauteur de l'organisation qu'on approche et qu'on essaye d'obtenir leurs fonds. Et finalement, même si c'est le dernier, ce n'est pas le moins important, mais c'est le bénévolat. On a 60 à 70% de sélection et classification des aliments, c'est fait par des volontaires. Alors, est-ce que ça existe dans vos pays, dans vos régions, dans vos villes? Ça, c'est très important, c'est fondamental. Et ça, c'est très important, pas seulement avec la classification et la sélection des aliments, mais aussi pour le transfert des connaissances, par exemple dans la communication, aussi dans les finances, dans les opérations et logistiques. Quelles sont les opportunités qu'on a dans cette sorte de bénévolat pour soutenir les organisations qu'on a et le service qu'ils fournissent pour le développement des capacités. Et ça, c'est très important, même du point de vue des opérations jusqu'au transfert des connaissances, c'est très important. Prochaine. Merci. Bon, alors ça, c'est le dernier point qui est très important, qui est l'environnement juridique et réglementaire qui est dans votre pays. Et ça, c'est très important parce que, bien sûr, on aura beaucoup alliés du point de vue régional, local, international et du point de vue juridique. Il faut avoir une organisation qui identifie les besoins qui existent dans notre pays pour savoir quels sont les documents qu'il faut présenter à l'autorité des départements municipal, régional ou national. Ce sont des informations très importantes qui ont à voir avec, par exemple, les impôts, avec aussi l'environnement sanitaire. Et c'est très important de bien comprendre tout cela, pas seulement pour pouvoir pour se conformer aux règles, mais aussi parce que dans le secteur industriel, régional, agricole, secteur de la restauration
quand vous êtes, si vous avez établi une banque alimentaire, les autres participants aussi voudront que tout le monde soit conforme. Et c'est pour ça que c'est important de voir quel est le motif principal. C'est très important de comprendre avec vos alliés, il faut bien comprendre quels sont les bénéfices, quels sont les avantages que cette organisation va recevoir et il faut leur donner ces informations. C'est la troisième raison. Pourquoi? La première, c'est finir avec la faim dans le monde. Deuxièmement, éviter le gaspillage. Et troisièmement, quels sont les avantages qu'ils vont tirer, tous les alliés qui vont travailler avec vous pour distribuer les produits. Et finalement, pouvoir identifier si le gouvernement a des organisations soit perçu dans tous les niveaux comme un actif communautaire pour aider à éliminer le gaspillage et la perte d'aliments pour voir. C'est pour ça qu'il faut travailler beaucoup avec le gouvernement pour devenir leur allié. Et ça, c'est très important pour une banque alimentaire prochaine. Alors, on parle de 4 choses. Finalement, cette étude de faisabilité, d'abord, voir quelle est la population, où ils sont et qu'est-ce que c'est dont ils ont besoin. Et puis, il faut dire aussi quel est l'environnement qui existe de services, quel type de service est-ce qu'il y a dans votre pays. Est-ce qu'il y a déjà une tendance à la philanthropie? Est-ce qu'on peut ajouter de la valeur? Et troisièmement, les fonds, les alliés, les ressources, qui sont-ils? Où ils sont? Est-ce qu'il y a des alliés? Et quatrièmement, mais aussi important, c'est quel est l'environnement juridique dans lequel il faut travailler? Quel est l'environnement juridique dans le pays auquel il faut se conformer en ce qui concerne juridique, santé et tous les niveaux du gouvernement, régional, local et national. Et cela va nous dire si on est prêt à créer une banque d'aliments ou il faut améliorer ces données. À tous ceux qui ont déjà répondu, qui ont dit oui, on est prêt, je passe la parole à Chris pour qu'il nous parle du processus de la création d'une banque alimentaire. Merci. Thank you, Anna. Merci, Anna. Donc, si vous avez fait votre évaluation de faisabilité et vous pouvez créer une banque alimentaire dans votre pays, quel aspect devrait-elle avoir? Qu'est-ce que de quoi avez-vous besoin pour l'organiser? Et là, maintenant, nous allons regarder qui doit être impliqué pour la mise en place du plan d'affaires et d'où vont venir les fonds et les investissements. Il y a 2 plans à développer. D'abord, le plan d'affaires où vous avez les infrastructures, l'organisation, et ensuite le plan de capitalisation et le lancement et la durabilité de l'organisation pendant les 2 premières années d'exploitation. Et c'est très important d'élaborer un plan d'infrastructure et l'inclusion est la clé pour cela. Vous devez avoir une équipe qui regroupe les leaders du projet qui vont mettre l'accent sur la gestion du projet pendant toute sa durée et qui vont recruter les personnes nécessaires des différents secteurs privés, publics et de la société civile pour participer au forum et l'équipe doit définir le calendrier et la structure pour l'approche que vous allez mettre en place. À la fin, vous aurez
plusieurs produits finaux. D'abord, le plan d'affaires et ensuite le plan de capitalisation. Donc, qui devrait s'asseoir à la table et participer à la planification de la banque alimentaire? Pour répondre à cette question, il faut d'abord définir le concept de la banque alimentaire. À qui appartient-elle? Qui va-t-elle desservir? Qui seront les parties prenantes pour les services et quelle sera l'échelle au niveau de la communauté? À la fin, au bout du compte, les relations et les partenariats joueront un rôle essentiel pour la réussite du lancement et de l'organisation des opérations. Donc, ici, vous voyez une sorte de... vous voyez l'organisation suggérée et vous voyez les différents encadrés. Le premier qui est le Forum pour la sécurité alimentaire. Donc, ce sont les différents groupes qui doivent participer à la planification et ensuite nous identifions les différents secteurs de la société, du secteur public, privé et de la société civile qui devraient participer. Et si vous prenez ces différents groupes, vous verrez qu'ils sont très larges et que certains ne sont pas nécessairement associés avec les banques alimentaires. Mais chaque groupe ici, chaque secteur et segment de la société civile qui est représenté a quelque chose à faire, à apporter au développement et au lancement de la banque alimentaire. Et on va en parler plus avant lorsque nous allons parler du développement du processus. Une chose qui est importante pour l'équipe, c'est de reconnaître le leadership. Et le leadership doit également reconnaître qu'il y aura des coûts pour la planification. Et ce ne sont pas forcément des coûts très élevés qui demanderont beaucoup d'argent, mais pour avoir un groupe inclusif de personnes qui travaillent ensemble, il y a forcément des coûts qui sont liés au déplacement pour aller aux réunions ou l'espace de réunion. Vous pouvez également offrir des repas pendant les réunions. Vous allez faire des recherches et peut-être rédiger des rapports et évidemment avoir des coûts. Et bien sûr, le soutien administratif, les copies imprimées et ces différentes dépenses. Donc, dès le départ, il est important de reconnaître qu'il y aura des coûts, des dépenses avec la phase de planification et qu'il est important que l'équipe et le leadership identifient les personnes qui auront les ressources et qui seront là pour payer pour ces dépenses. Il y aura ensuite des produits livrables pendant le processus, le plan d'affaires, le plan financier qui fait partie du plan d'affaires et bien sûr le plan de développement des ressources. Donc le plan d'affaires est en fait la feuille de route pour la mise en place de la banque alimentaire. Il va définir tout ce que va être la banque alimentaire, son objectif, sa vision, sa mission, les valeurs selon lesquelles elle va fonctionner et la structure d'organisation. Et dans différents pays, il y a différentes approches concernant les lois, concernant les associations caritatives ou à but non lucratif. Donc,
il y a différents modèles à prendre en compte pour les différentes associations ou pour un trust ou pour d'autres types d'organisations et d'associations. Donc, il faut avoir des conseils juridiques et peut-être un conseiller juridique impliqué dans la définition de la mission de la banque alimentaire pour définir la structure juridique la plus appropriée pour la banque alimentaire et qui va assurer la gouvernance et la gestion de l'organisation et quelle va être la dotation en personnel. Et dans cette infrastructure de dotation en personnel, qu'est-ce qui doit être, quelles sont les responsabilités et la gestion et comment payer les employés et combien les payer et que doivent faire les bénévoles. Mais il est important d'avoir des employés qui sont payés et nous allons voir pourquoi tout à l'heure. L'administration, quelles sont les politiques qui seront mises en place pour l'organisation, la gestion de l'organisation et avoir une approche pour s'engager avec les parties prenantes de l'extérieur. Quelle infrastructure, installation, équipement, véhicules, entrepôts dont vous avez besoin. Par exemple, le matériel dans les entrepôts, les ordinateurs dans les bureaux, etc. Et la recherche faite pendant l'étude de faisabilité, quel programme allez-vous mettre en place et quels seront les modèles utilisés et quelles définitions seront nécessaires pour mettre en place ce modèle efficacement. Quel type de logistique entre en jeu? Quel type de gestion de données allez-vous avoir besoin? Comment allez-vous recevoir les produits à la banque alimentaire et quelles sont vos approches pour faire les demandes de donation? Quelle sera votre structure d'organisation pour distribuer les produits que reçoit la banque alimentaire et de quel partenaire avez-vous besoin pour le marketing, les services et la mission de la banque alimentaire et recevoir les ressources? Telles sont les questions. Lorsque vous avez défini tout cela, vous pouvez à ce moment-là commencer le plan financier pour savoir quels seront les coûts, combien vont coûter les entrepôts, est-ce que vous allez louer ou acheter les véhicules et quels seront les coûts associés aux véhicules, pas seulement pour l'achat, mais également l'entretien, les coûts pour l'assurance, l'entretien, comme je l'ai dit. Vous allez également devoir avoir besoin de matériel pour la levée des fonds et combien cela va coûter. Quel personnel sera nécessaire pour faire fonctionner cela et quels seront les salaires et également les charges, les impôts, les taxes pour les avantages que vous offrez à vos employés. Donc, tous ces éléments doivent être pris en compte pour que vous puissiez définir votre plan financier
et avoir un budget de capitalisation pour l'organisation et avoir un budget prévisionnel sur 3 ans. Et cela est nécessaire pour ne pas seulement avoir l'argent, une levée de fonds pour lancer l'organisation, mais au bout d'un an, vous vous rendez compte que vous n'avez pas suffisamment d'argent et que vous devez continuer à lever des fonds ou que vous devez réduire certaines activités parce que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour la 2e ou la 3e année. Et ça, c'est une chose qu'on ne veut pas. Lorsqu'on lance une opération, vous avez un engagement moral envers la communauté. Et si vous ne pouvez pas soutenir cet engagement moral, à ce moment-là, c'est un échec. C'est pour ça qu'il faut avoir un budget prévisionnel sur plusieurs années pour que vous puissiez avoir des projections, des prévisions objectives pour la durabilité de votre organisation. Nous avons ici un exemple de budget d'exploitation et d'investissement avec les différentes dépenses à prévoir et à prendre en compte et dans ce plan financier. Ensuite, vous avez l'élaboration du plan de capitalisation. Donc, vous savez ce que vous allez faire. Vous savez quelles vont être les dépenses et les coûts de lancement et d'organisation pour les 2 ou 3 premières années d'exploitation. Et donc, maintenant, vous pouvez mettre en place votre plan de capitalisation pour identifier où vous allez lever ces fonds. Et d'après les recherches que vous avez faites, vous savez à quoi ressemble la philanthropie dans votre pays, où sont les ressources, et votre plan de capitalisation établit les stratégies et les tactiques que vous voulez mettre en place et utiliser pour parler à ces ressources et obtenir les ressources dont vous avez besoin pour l'exploitation. Il faut toujours penser en termes d'opportunités pour les donations, mais ne surestimez pas la valeur des donations en nature. Et par là, ce que je veux dire, c'est que dans votre plan de capitalisation, dans votre plan financier et votre plan de capitalisation, vous avez défini les coûts, les actifs, les coûts pour les bureaux, les véhicules, etc. Et il faut toujours avoir un budget comme si c'était des coûts réels. Mais il faut également penser que vous pouvez avoir des donations en nature parce que si vous ne pouvez pas l'obtenir en nature, il va falloir que vous l'achetiez. Donc, il faut que ça se reflète dans votre plan financier. Vous économisez l'argent lorsque vous avez des donations en nature, mais il faut quand même planifier au cas où vous ne l'auriez pas. Et il faut prévoir le soutien. Si on vous prête l'entrepôt, peut-être que vous allez avoir des sociétés, des entreprises qui vous donnent des véhicules ou qui vous donnent les étagères pour votre entrepôt parce qu'ils remplacent leurs propres étagères et au lieu de les jeter, ils vous les donnent. Vous pouvez obtenir un chariot élévateur pour votre entrepôt parce que quelqu'un remplace son propre chariot élévateur. Et au lieu de le donner à quelqu'un d'autre, il vous le donne à vous. Et donc, la valeur est représentée dans le transfert que vous recevez parce que c'est une donation caritative et de charité pour eux. Donc, vous devez
vous devez vous assurer que vous pouvez obtenir tout cela en nature mais il faut quand même le prendre en compte dans votre budget et l'inclure dans votre plan. Parce que si vous ne le faites pas et que vous n'avez pas les ressources pour l'acheter, si vous devez l'acheter, à ce moment-là, vous prenez du retard. Ensuite, la dernière question est quand est-ce que ça suffit? Est-ce que j'ai besoin de tout avoir avant de me lancer ou puis-je me lancer avec 50%, 60% ou 80%? Cela varie de pays à pays et selon les circonstances données. C'est quelque chose que à mesure que vous planifiez, vous devez avoir des conversations sérieuses pendant le processus de planification avec les opérateurs sur ce que potentiellement l'environnement sera dans la communauté pour que vous puissiez prendre la décision concernant le lancement et les opérations quotidiennes concernant votre banque alimentaire. Maintenant que nous avons le processus de faisabilité de capitalisation. L'autre question est comment puis-je recevoir l'aide de GFN? Et pour cela, je vais passer la parole à Doug O'Brien qui va vous dire comment GFN peut vous aider et à aider une banque alimentaire relativement récente va nous parler du rôle que GFN a joué pour la mise en place de leur banque alimentaire. Doug, à vous la parole. Merci, Chris. Comme vous l'avez entendu, GFN est là pour vous aider à développer les banques alimentaires pour un objectif commun, sécuriser l'alimentation, réduire les déchets et offrir de la nourriture aux défavorisés. Et pour cela, nous travaillons avec les communautés et là où il y a les défis les plus grands. Et c'est quelque chose d'important que vous mettez en place ou auquel vous réfléchissez pour lancer une ligne pour la survie de beaucoup de personnes et avoir un système alimentaire plus résilient. Donc, GFN est là pour vous aider avec leur réseau, leur partenariat et pour vous aider à obtenir l'impact que vos parties prenantes et que vous pensez être les plus importantes pour la communauté. Et pour cela, nous avons des boîtes à outils, une assistance technique, soit par email, par téléphone ou par Zoom, et des introductions aux banques alimentaires qui sont membres du GFN et qui peuvent partager leurs expériences et leurs meilleures pratiques. Et bien sûr, la présentation potentielle à des entreprises partenaires potentielles mondiales. Pour vous donner un exemple, je voudrais vous présenter un partenaire, Elijah, qui est un des partenaires au Ghana, qui a eu énormément de succès en très peu de temps au sein de la communauté. Chef Elijah, à vous la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et merci à GFN pour me donner cette occasion de vous parler. Et quand je pense à ce que nous avons fait, ce que nous avons commencé il y a quelques années avec le lancement de cette initiative, et
en pensant au soutien dont nous avions besoin, GFN nous a permis d'avoir un parcours extraordinaire. Et je voudrais dire que tout a commencé en 2016 lorsque nous avons commencé à réfléchir à la façon de connecter SS Food à la fourniture d'alimentation avec le secteur de l'hôtellerie. Et à cette époque, il y avait peu d'informations concernant les banques alimentaires en Afrique de l'Ouest particulièrement. Et je suis entrée en contact avec Monsieur Chris et je me suis rendu compte que il a eu l'occasion de venir au Ghana pour lancer la banque alimentaire pour soutenir le programme du Ghana. Et cela nous a permis de nous lancer. Et pour moi, immédiatement, j'ai commencé à créer un réseau parce que pour aider la communauté et les actifs de la communauté, j'ai vu tout de suite que le travail avec GFN allait pouvoir permettre de nous aider à travailler avec les gens sur le terrain. Et la banque alimentaire est devenue un actif de la communauté et cela nous a permis de travailler au niveau de l'organisation et d'amener cette passion dans ce travail. Donc, oui, bien sûr, nous avons la passion pour nourrir les gens, mais pour aller au-delà de cela, c'est un travail collectif, un projet collectif. Donc, j'ai commencé à mobiliser les actifs et les différents segments nécessaires. Ça n'a pas été facile, mais pour chaque phase, ça a été un processus d'éducation et pour que nous puissions travailler ensemble avec les parties prenantes, le secteur privé et le secteur public. Et travailler à partir d'une plateforme. Une opportunité qui nous a vraiment aidé, c'est la plateforme de GFN pour la planification. Cela nous a permis d'avoir les différents points dont nous avions besoin. Et concernant la planification, donc cette plateforme de e-learning, d'apprentissage en ligne, nous a permis de définir la structure. Et en continuant, en arrivant en 2020, nous avons eu un défi au niveau de la durabilité parce que nous avions besoin de collecter et peut-être de facturer certains bénéficiaires. Comment développer la banque alimentaire au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, nous avons eu un défi à résoudre à ce niveau-là, mais c'est une bonne plateforme pour voir comment nous pouvons utiliser
ce que nous avons au niveau local et les connaissances et l'expertise que nous tirons de GFN pour développer, élaborer un modèle qui fonctionne pour nous. Ça a été un parcours très intéressant où nous apprenons chaque jour et ça a été particulièrement transformateur depuis 2019, lorsque nous avons vraiment eu la chance d'être sélectionnés pour être un programme incubateur pour GFN. Et ce programme nous a donné l'occasion de rencontrer d'autres banques alimentaires subsahariennes et d'Afrique de l'Ouest pour pouvoir apprendre, particulièrement de banques alimentaires africaines, pour développer notre processus. Et cela a été particulièrement une source d'inspiration. Et ça a été une occasion extraordinaire. Nous voyons la banque alimentaire comme un actif de la communauté. Donc, là encore, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci, Elijah. À ce point-là, on va reprendre les questions et on va passer à la période de questions et réponses. Et mon collègue Anthony Kitchen sera chargé de cela. Merci, Chris. Merci, Elijah, pour partager votre expérience. C'est très intéressant de voir le développement que vous avez pu obtenir depuis que vous avez commencé. Merci pour partager votre expérience. Alors, je suis Anthony Kitchen, je suis le directeur de programme à GFN et comme Chris a mentionné, je serai le modérateur et ça, c'est votre opportunité de poser des questions basées sur les informations qu'on vient de vous présenter. Alors, merci à tous vous qui ont déjà posé des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans où vous voyez l'icône Q et A en bas de votre écran. Et alors, je vais commencer avec la première question. Et Chris et Doug, vous pouvez me dire qui c'est qui va répondre, mais en tout cas, c'est peut-être pour Doug. Qui dans le gouvernement devrait faire partie du planning si on ne reçoit pas les réponses des banques ou bien s'ils ne sont pas disponibles pour le soutien financier? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bon, dans mon expérience et depuis ce que j'ai vu dans le monde, il faut vraiment essayer de contacter les gens qui sont les plus intéressés à participer dans un réseau de banques alimentaires. Des fois, sinon pas directement, ils peuvent des fois ramener leur propre réseau de parties prenantes pour vous aider à développer l'établissement d'une banque alimentaire. Alors, je pense que justement, cette période de diffusion ou de sensibilisation communautaire pour établir un réseau, c'est très important. Et aussi, en ce qui concerne les règlements sanitaires, c'est très important pour l'opération, pour le fonctionnement d'une banque alimentaire, soit une NGO ou une autre entité. C'est très important d'avoir ces points de contact. Si le gouvernement ne vous fournit du soutien directement, des fois, une fois qu'on leur fournit notre vision et notre mission
au long du temps, en général, on l'a vu partout dans le monde, ils vont voir la valeur ajoutée et après, ils pourraient peut-être rediriger les ressources pour vous aider. Alors, aux différentes étapes du développement, il faut toujours contacter les agences avec lesquelles vous pensez que vous pourriez travailler et il faut travailler avec le gouvernement. Il faut travailler avec les différentes parties de la législation, par exemple les législateurs, parce que des fois, ils aiment participer et peut-être se donner ou penser que c'est une faveur qu'ils font. Alors, c'est très important ce que Doug a dit. C'est juste qu'il faut vraiment parler avec les gens qui ont peut-être une relation en ce qui concerne le règlement ou le développement, le département de finances, le ministère de Finances, d'Agriculture, le département de réglementation sanitaire. S'ils ne veulent pas participer avec vous, il faut vraiment, comme Doug a fait, il faut continuer à les informer et aussi s'assurer d'avoir le conseil juridique en ce qui concerne le planning pour s'assurer qu'on continue à se conformer aux responsabilités, soit fiscales, soit au niveau des impôts, au niveau des règlements sanitaires, avant de commencer le fonctionnement d'une banque, parce que sinon, si vous n'avez pas le conseil approprié, vous pourriez peut-être vous trouver dans une situation dans laquelle vous pouvez recevoir même une amende, une sanction, par exemple. Alors, il faut juste engager les avocats ou le conseil nécessaire pour se conformer aux règles au minimum. Et on a aussi des questions en ce qui concerne du niveau pratique dans les phases de planning. Vous, Chris et Anna, combien de temps est-ce qu'il faut faire des recherches avant de commencer le planning détaillé du point de vue du commercial? Est-ce que vous avez des conseils pour savoir comment ou qui est-ce que serait la personne adéquate pour faire ces travaux de ressources, d'investigation, de recherche? Oui, il y a plusieurs réponses. Alors, au début, dans le développement du processus de planning, quand vous établissez votre équipe principale, l'équipe de leadership principale qui sera chargée du planning de développement et de recherche, c'est important aussi de parler aux membres des universités, par exemple, dans les universités, dans le secteur académique, leur même département de recherche qui pourrait peut-être entreprendre une partie de l'analyse de faisabilité, par exemple, pour le projet, comme un projet pour un cours, par exemple, de recherche qu'ils fournissent. Et de cette façon, les étudiants et les professeurs pourraient participer dans ce cours pour justement entreprendre ce projet pour les étudiants. Et bien sûr, c'est l'avantage pour vous parce que vous obtenez bien sûr la valeur de ce rapport de recherche pour vous donner l'évaluation sur la faisabilité. Et aussi, dans le planning commercial, vous pouvez faire cela aussi. Et aussi, du point de vue du planning, du plan de commercial avec les partenaires des entités privées avec lesquelles vous pouvez établir des relations dans ce domaine,
spécialement dans une société quelconque, vous pourriez avoir des opportunités de bénévolat avec quelqu'un qui soit chargé du planning ou de la sustainabilité et cet aspect de la fonction de l'entreprise. Et peut-être il pourrait, même si ce n'est pas établir le planning du plan commercial, mais ils peuvent superviser le plan et ils peuvent vous fournir des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Alors, il faut toujours penser que vous êtes en train d'établir c'est un commerce. C'est pas, il faut que ça travaille comme une entreprise. Alors, il faut pas penser depuis ce point de vue. Alors, vous seriez plus créatif si vous pensez comme ça. Dans le secteur privé et dans le secteur de la société civile, il faut qu'il fasse partie des entreprises, du secteur des entreprises. Et le gouvernement aussi, au niveau le plus proche d'où vous allez opérer. Le gouvernement local, le gouvernement régional, ils veulent fournir les ressources. Alors, en général, ils veulent travailler avec les banques alimentaires pour avoir ces avantages. Et aussi, du point de vue des recherches, aussi, des fois, il faut penser au marché agricole, à la production des aliments qui pourraient peut-être vous aider et vous guider et vous aider à établir où est-ce que ça serait le meilleur endroit pour, par exemple, établir une banque alimentaire plus proche ou plus près de la production d'aliments, par exemple. Et cela, ça peut venir du secteur public, mais comme Chris l'a dit, ce ne doit pas être un grand projet, mais vous pouvez parler avec un professeur de sociologie, de business, d'économie, par exemple. Dans notre expérience, on a découvert que même cette invitation pour qu'ils vous aident, ça commence c'est le début de l'établissement d'une relation à long terme avec une partie prenante. Alors, ces invitations sont très importantes pour aider à établir les réseaux locaux. Et pour y aller en plus de détails sur cela, vous avez mentionné qu'il y a des personnes qui pourraient probablement donner des idées sans payer, mais comme vous avez dit, Chris, il faut payer des fois pour leur temps et dans ce processus de planning. Alors, qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce qu'il y a des groupes ou des individus ou des organisations qu'on doit contacter pour obtenir des fonds, même s'ils ne sont pas encore, par exemple, une ONG. Alors, si on n'a pas vraiment des statistiques pour fournir. Oui, bien sûr. Et parce que d'abord, ils n'ont même pas un compte en banque, par exemple, parce qu'ils ne sont pas encore établis en tant qu'organisation. Mais ce qu'on a vu dans des différents endroits, c'est quand les leaders locaux qui ont conçu cette idée commencent à parler entre eux dans le réseau pour essayer de créer cet intérêt pour élargir leurs équipes. Ce qu'on voit de temps en temps, c'est que quand on établit cette équipe, ils vont parler avec des gens qui ont des ressources, des représentants, par exemple, des entreprises privées, des
directeurs de certaines sociétés, par exemple privées, et il pourrait parler avec la nécessité de recevoir, par exemple, le paiement de certains fonds, par exemple. Alors, une personne pourrait être d'accord à, par exemple, couvrir certains coûts jusqu'au niveau X. Alors, ce n'est pas que c'est une donation encore parce qu'on ne peut pas recevoir des fonds si on n'est pas organisé, mais cette personne de cette société qui est, par exemple, dans cette réunion et qui, par exemple, fournit la nourriture pour la réunion pourrait, par exemple, entreprendre ces fonds et faire un paiement pour un service quelconque. Par exemple, si vous allez payer quelqu'un pour qu'il développe le plan commercial, par exemple. Alors, c'est vraiment, en fait, une donation en nature pour une personne qui participe dans l'étape de planning. Merci. Alors, ouais, alors ça, c'est très intéressant de recevoir les dons en nature. On a une question qui concerne le bénévolat. Cela a été mentionné, c'est une fois que la banque est en fonctionnement, c'est important. Mais dans cette phase du processus de planning, quels sont les besoins, quelles seront les exigences en ce qui concerne ce que pour le développement, la partie de développement, vous voulez dire, oui, c'est quels sont les antécédents nécessaires dans cette phase du planning. Mais bien sûr que si on revient jusqu'au début, l'évaluation de faisabilité, les volontaires qui ont des capacités de recherche seront très importants. Par exemple, comme Anna l'a dit dans sa présentation, il faut vraiment faire un travail de recherche étendu. Il faut vraiment identifier quelles sont les sources depuis lesquelles il faut justement réaliser ces travaux de recherche. Alors, pour identifier dans le groupe démographique qui est, par exemple, justement, quels sont les gens qui ont besoin de la nourriture, les problèmes démographiques, comme on a dit, les âges, par exemple, les bases basées sur la culture, par exemple, quels sont les besoins d'un régime spécial, par exemple, ça pourrait être religieux, pour étudier où est-ce que sont les données et il faut avoir des volontaires, des gens qui soient intéressés au bénévolat pour le faire vite. Et des fois, ça va être des recherches originelles, par exemple, l'évaluation du système alimentaire, des matériaux il y a des informations qui seraient disponibles, des informations qui ne seront pas disponibles. Alors, cela va prendre un peu plus de temps pour voir comment est-ce qu'il est organisé le système. Et il faut avoir des personnes qui, dans ce cas-là, viennent, qui ont justement des antécédents de recherche, qui travaillent dans l'industrie alimentaire. Comme ça, ils savent déjà, ils comprennent comment cette industrie est structurée pour réaliser l'évaluation d'où sont les points de don, par exemple, dans la chaîne d'approvisionnement. Alors ça, ce sont mes premières idées qui me viennent à l'esprit en ce qui concerne le bénévolat. Merci. Et quand on parle de quel procès, dans quelle phase du procès êtes-vous et après, on peut décider quels sont les meilleurs volontaires. Il y a une question dans un pays, par exemple, il y a des ONG qui sont déjà établies
et qui ont la mission de nourrir les gens. Comment est-ce que je commence ce modèle pour se différencier de ces ONG, par exemple? C'est dans ce cas-là où la définition du rôle de la banque alimentaire, si on pense à la discussion des différentes sortes de modèles de banque qu'on a, il faut penser, on a deux missions. D'abord, c'est pour éliminer la faim et pour aussi éliminer le gaspillage de nourriture. Et le commentaire que j'ai fait tout à l'heure, justement, sur qu'est-ce que vous établissez, on ne va pas établir une nouvelle opération pour alimenter les gens. Non, c'est une organisation pour distribution d'aliments. C'est différent. Alors, quand on établit cela, il faut démontrer le potentiel aux parties prenantes. Disons que vous êtes aussi un fournisseur pour cette population de programmes qui ont besoin de nourriture tous les jours pour leurs clients, aussi que, et ça explique que vous avez une échelle d'activité qui sera élargie par rapport aux services que vous essayez d'aider. Ce n'est pas que c'est mieux, meilleur, c'est différent. Et avec une étendue élargie d'après les services que vous comptez fournir. Et ça, c'est, je pense, une approche avec le plus de succès parce que tout le monde utilise ce terme, par exemple, banque alimentaire. Et des fois, c'est en fait une cuisine publique ou un centre communautaire où vous pouvez aller chercher à manger pour la ramener à la maison, par exemple. Et ça, on appelle ça banque alimentaire. C'est pour ça que j'ai passé du temps au début de cette présentation pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une banque alimentaire pour nous dans un autre niveau. Une autre différenciation, c'est le fait que les banques alimentaires sont destinées au dépôt de la nourriture. C'est une solution commerciale à un problème que vous avez et qui est combiné à différents services. Bien sûr, vous pouvez offrir d'autres services au sein de votre banque alimentaire, mais en général, pour les petites agences et les petites entités, sont plus axées sur la livraison de services. Donc, c'est là la différence. Comme Chris l'a dit, votre ONG n'est pas la solution. Vous ne travaillez pas pour des revenus, mais vous souhaitez toucher le plus de personnes possible. Et c'est ça qui fait la différence par rapport aux autres organisations. Ça ne réduit pas le rôle que jouent les autres entités, mais ça montre le rôle essentiel de soutien que vous jouez. Et si je peux ajouter, en fait, ça renforce ces entités. Et je peux vous donner un exemple de peur et ce qui peut entraver le développement d'une banque alimentaire. Souvent,
il peut y avoir plusieurs donateurs pour ces entités et ils peuvent avoir peur que si il y a une banque alimentaire, alors la banque alimentaire va prendre ce donateur et ils n'auront plus accès à cause de la banque alimentaire ou qu'ils vont être en concurrence avec la banque alimentaire pour ce donateur. Ça, c'est une réaction naturelle. Mais si la banque alimentaire explique bien son rôle et ce que son rôle sera, à ce moment-là, ce sera facile de les mettre plus en confiance. Par exemple, si on a une distribution de nourriture qui travaille avec un donateur quelconque et que ce donateur travaille avec cette organisation caritative ou aussi l'agence, l'organisation travaille avec une certaine personne dans une église ou dans une entreprise. Et cette entreprise a approuvé la donation à cette organisation, surtout quand on parle de donation à grande échelle. Lorsqu'une entreprise a plusieurs agences avec qui elle travaille, du point de vue de la philanthropie, elle travaille du point de vue de la philanthropie et pas du point de vue de la solution commerciale. Peut-être que cette entreprise a 1 millier de produits à donner chaque mois, des surplus qu'elle ne peut pas vendre. Et avec cela, elle soutient plusieurs agences. Mais c'est du point de vue philanthropique, si elle ne donne pas tout, le reste est jeté. Mais avec la banque alimentaire, parce qu'il y a cette nature commerciale, vous réduisez les déchets, vous apportez plus de ressources en plus de ces agences qui reçoivent ces ressources. Vous apportez d'autres agences qui peuvent également recevoir ce surplus et assurer ainsi la durabilité et le partenariat. Et tout le monde s'en sort. Ça ne veut pas dire que vous enlevez une partie des ressources. Ça veut dire que les ressources sont en fait plus importantes pour le bénéfice de la communauté tout entière. Donc, il y a plusieurs façons dont la banque alimentaire peut utiliser pour la planification et son modèle. Donc, les dernières questions que nous avons, nous en avons deux qui sont liées. Qu'est-ce qu'une banque alimentaire devrait faire s'il y a déjà une banque alimentaire dans le pays? Et avec ce scénario, est-ce que GFN serait prêt à travailler avec moi, même si GFN a déjà un partenaire dans le pays? La réponse est ça dépend. Ça dépend des circonstances. Si une nouvelle banque alimentaire entre en jeu ou si un groupe de personnes veut mettre en place une banque alimentaire où il y a déjà des banques alimentaires, surtout s'il y a déjà un réseau de banques alimentaires, notre recommandation serait de vous mettre en relation avec le réseau national pour que vous puissiez obtenir des directives et le soutien
de ce réseau pour voir où sont les participants de ce réseau les plus proches de vous. Donc, et le réseau peut vous aider à rejoindre ce réseau. Si c'est un pays qui est plus petit et n'a pas forcément un réseau, mais seulement une ou deux banques alimentaires dans le pays, là encore, ça dépend de différentes choses. La distance géographique, les problèmes au niveau de la société et des infrastructures, les besoins et les disponibilités des ressources dans le pays pour soutenir une nouvelle opération. Donc, GFN ne veut jamais être dans une position où nous encourageons le développement d'une nouvelle banque alimentaire si il y a une concurrence pour les ressources avec les banques alimentaires qui existent déjà. Bien sûr, nous conseillons, nous soutenons l'idée de plusieurs banques alimentaires dans un pays, mais il faut voir le potentiel pour une participation entre ces différentes banques alimentaires pour maximiser les ressources financières, alimentaires, etc., pour l'exploitation de ces banques. Donc, en fait, c'est au cas par cas. S'il y a déjà une banque alimentaire, essayez de collaborer. C'est là le conseil, oui. Et la dernière question que nous avons est couverte dans la prochaine section concernant les étapes suivantes. Une fois qu'il y a une relation avec GFN, quelles sont les étapes suivantes? Donc, merci à tous pour vos questions. Merci Chris et Doug pour vos réponses. Et je vous repasse la parole pour donc passer à cette section sur les étapes suivantes. Donc, les étapes suivantes, si vous êtes intéressés pour aller de l'avant et mettre en place une banque alimentaire dans votre communauté, vous voyez à l'écran l'adresse mail à laquelle nous contacter, newfoodbankteam@foodbanking.org. La première chose à faire, c'est de nous envoyer un email et de nous donner des informations concernant les antécédents, sur ce que vous avez fait. Dites-nous quelles sont vos intentions, dites-nous quel pays, quelle ville où vous vous trouvez et nous vous répondrons en vous envoyant un questionnaire pour connaître les circonstances et vous donner un kit de boîte à outils. C'est une série de 6 outils pour organiser une banque alimentaire. Et ces outils se concentrent sur les différents segments de la planification que nous avons présenté pendant le webinaire aujourd'hui, avec également des informations plus approfondies sur l'impact de la banque alimentaire et le travail que nous faisons à travers le monde. Et des informations sur la structure et comment structurer le processus de planification. Donc, la première étape consiste à nous contacter à newfoodbankteam@foodbanking.org. Cela nous amène donc à la fin de notre séance. Je voudrais remercier tous les intervenants et tous les participants et nous voulons reconnaître et remercier nos sponsors, pour PIMCO notamment,
qui a généreusement soutenu le travail que nous faisons pour promouvoir le développement de banques alimentaires à travers le monde. Donc, cette séance a été enregistrée et sera disponible très prochainement en anglais, en français et en espagnol. Et vous recevrez un email dans les jours prochains avec un lien pour accéder aux enregistrements. Vous aurez également un lien pour les différentes ressources et les kits d'outils que j'ai mentionnés. Donc, merci pour votre participation et nous sommes impatients de pouvoir entrer en contact avec vous prochainement et nous vous souhaitons une excellente soirée et une excellente semaine. Merci.